Harlem Désir, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. 2015 sera peut-être pour vous l'occasion d'être moins discret. Harlem Désir, c'est un vœu, surtout en ce début d'année qui voit donc à nouveau la zone euro secouée par l'incertitude politique en Grèce. Nous évoquerons bien sûr le retour des fragilités de la monnaie commune et puis ce succès contesté en Allemagne, mais également à Bruxelles, des discours et des programmes anti-austérité, pas seulement en Grèce, avec Karine Perret de l'agence France Presse, notre partenaire, comme chaque semaine avec Dailymotion. Bien sûr, Perrine Tarnot sera également là, comme chaque semaine, en fin d'émission, et nous évoquerons avec elle la situation du Parti Socialiste, dont vous avez cédé les rênes il y a un peu moins d'un an maintenant, à Jean-Christophe Cambadélis. Alors, on verra, enfin vous nous direz s'il y a du mieux. L'année s'annonce hautement périlleuse, avec 2 élections et un congrès. Mais on va d'abord évoquer, Harlem Désir, François Hollande. Le chef de l'État cherche à se relancer, ça va être le cas, nous dit-on, durant tout le mois de janvier, mais sans rien annoncer de neuf et seulement possible. Mais d'abord, le président de la République a surtout montré qu'il avait de la constance dans sa volonté de redresser le pays, de le faire avancer. Effectivement, il a adressé des vœux à la fois de mobilisation, mais aussi de combat. Aux Français et au gouvernement, mais plus que cela, en soulignant que c'était en agissant dans la durée que l'on pouvait faire ressortir le pays de la situation dans laquelle on l'a trouvé en arrivant. Mais le problème n'est pas de chercher des excuses, il est justement de montrer qu'on peut entrer dans ce nouveau monde, faire face aux grandes mutations de l'économie en faisant en même temps avancer des progrès sociaux. Et donc en même temps que se met en œuvre cette politique de compétitivité, le pacte de responsabilité qui aide nos entreprises. On attend les résultats, effectivement. Elle se met en œuvre simplement, mais alors sans résultats tangibles. Les résultats dans la durée vont se faire sentir. Par exemple, là, dès cette rentrée, le 1er janvier, les salariés embauchés au niveau du SMIC dans les entreprises, c'est sans charge sociale. Le crédit d'impôt compétitivité emploi passe à 6% de baisse du coût du travail jusqu'à 2,5 SMIC. Ce qui est terrible, Harlem Désir, c'est que vous continuez l'énumération, mais on sait que ça ne suffira pas à faire reculer le chômage. Eh bien justement, c'était aussi des vœux de volontarisme contre cette espèce de déclinisme, de défaitisme auquel il ne faut pas se résigner. Parce que comme l'a dit le président de la République, la France, c'est un pays qui a les capacités, qui a les atouts pour surmonter les défis dans lesquels nous sommes confrontés. Et c'est un pays qui compte, c'est un pays qui compte à l'échelle internationale, c'est un pays qui compte en Europe. Moi, je le vois chaque jour, chaque semaine, notamment quand j'accompagne le président de la République dans ses déplacements internationaux, dans les sommets de chefs d'État et de gouvernement. C'est un pays qui est au cœur aujourd'hui de la résolution d'un certain nombre de grandes crises. Par exemple, la crise entre l'Ukraine et la Russie. C'est le président de la République qui a repris l'initiative. C'est un pays qui innove aussi. Il y a en ce moment un salon des industries du numérique qui se passe aux États-Unis. Eh bien, la France et ses start-up comptent parmi les pays les mieux représentés. Et c'est un pays qui peut aussi continuer à incarner des valeurs et un progrès social. Quand, par exemple, nous mettons en œuvre le droit à la formation tout au long de la vie, avec le compte formation dont va bénéficier chaque salarié, mais aussi ceux qui sont en situation de chômage. Quand nous mettons en œuvre dans la réforme des retraites la prise en compte de la pénibilité pour ceux qui sont exposés parce qu'ils travaillent la nuit, eh bien, nous montrons qu'on peut faire les deux, qu'on peut avancer sur le plan économique et continuer à faire avancer les progrès sociaux. Sur les 12 derniers mois, 180 000 chômeurs de plus. Et on sait qu'avec 1% de croissance, François Hollande dit espérer plus. On n'arrivera toujours pas à inverser la courbe. Alors est-ce qu'on peut, comme cela, plaider, tenir ce discours volontariste sans mesures nouvelles pour le marché de l'emploi ? Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de plaider, il faut agir. Et le défi numéro 1, c'est celui que vous avez mentionné, c'est évidemment celui de l'emploi. C'est pourquoi tous les efforts, la loi sur l'activité et la croissance présentée par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui n'est pas la loi du siècle, a dit le chef de l'État. Les mesures que nous défendons au plan européen, oui, mais il a dit aussi que c'était une loi qui préparait le siècle dans lequel nous entrons. C'est-à-dire qu'il doit libérer les activités, qu'il doit permettre à des jeunes, par exemple, de rentrer dans des professions qui sont aujourd'hui très protégées, qu'il doit permettre que des grands projets d'aménagement puissent se mettre en œuvre dans des délais beaucoup plus rapides, tout en gardant nos normes environnementales, nos normes sociales. Vous me tendez la perche parce que vous avez vu la charge inouïe de Cécile Duflot. D'ailleurs, on constate que les assauts les plus violents viennent de la gauche, Harlem Désir. Vous pourrez réagir à ça. Mais enfin, l'ancienne ministre du Logement
franchement. Cécile Duflot veut mettre en échec la loi Macron. C'est un grand retour en arrière, dit-elle. Vous ne lui donnez pas un peu... J'ai vu aussi... N'alimentez pas un peu sa thèse là, quand vous dites qu'on pourra plus facilement mener à bien des grands projets alors qu'ils sont... Pourquoi est-ce qu'il faut opposer le fait à la fois de libérer la création d'activités économiques, le fait de s'adapter au rythme de l'économie d'aujourd'hui et des changements, et le fait de défendre une ambition écologique? Cette année, ça va être aussi celle de la mise en œuvre de la loi de transition énergétique, pour laquelle la France est aujourd'hui un pays pionnier à l'échelle de l'Europe, avec la réduction des gaz à effet de serre, avec l'isolation thermique des logements, l'efficacité énergétique. Mais oui, la montée en puissance des énergies renouvelables. Dans tous ces domaines, la France va être leader et elle va accueillir à la fin de l'année, vous le savez, la grande conférence Paris Climat qui doit nous permettre d'avoir un accord international. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont souligné d'autres leaders écologistes comme François de Rugy, le président du groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez justement, à propos des écologistes, que le gouvernement peut se passer de leur présence en cette année importante avec la perspective de cette conférence climat à la fin de l'année? Faut-il les faire revenir? Doivent-ils revenir au gouvernement? C'est votre souhait, vous, Harlem Désir? Ils ont fait un choix. Qui avez dirigé beaucoup de négociations avec eux. Oui, mais ils ont fait un choix. Ils sont partagés. Ils ont une discussion, je crois, qui se prolonge sur ce sujet. Faut-il que certains reviennent? Je n'ai pas à m'en occuper, je ne suis pas dans cette fonction-là. Mais je constate que nous travaillons avec eux, que la loi de transition énergétique, nous l'avons adoptée avec eux, qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, évidemment, ils participent à la vie de la majorité, dont je crois ils considèrent qu'ils sont toujours membres. Bien. On a parlé de François Hollande. Certains avaient évoqué, certains de vos collègues d'ailleurs, une primaire pour François Hollande. Vous qui avez organisé celle de 2011, ça vous paraît crédible aujourd'hui pour un chef de l'État sortant? Franchement, moi je suis membre du gouvernement. Les sujets qui nous mobilisent, ceux qui mobilisent le président de la République, ce sont ceux que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'emploi. Oui, mais je vous interroge quand même sur la primaire. Oui, à votre place, il y avait quelques semaines, Thierry Mandon, votre collègue, chargé de la simplification. C'est lui qui a mis sur la table l'hypothèse et il a dit que la primaire serait incontournable pour François Hollande. C'est vraiment à milieu des préoccupations des Français aujourd'hui. On parlait de la reprise de l'activité dans des secteurs où on a besoin aujourd'hui de croissance. Le logement, par exemple, les mesures que nous prenons dans ce domaine. Je parlais de la transition énergétique. Tout ce que va permettre comme travaux, le fait d'isoler aujourd'hui les bâtiments et les logements, y compris avec des aides européennes. Moi, j'aimerais que l'on parle de cela. Voilà les sujets qui nous mobilisent et qui nous préoccupent. Bon, on sait quand même que la réélection occupe un peu l'esprit de François Hollande, non? Mais François Hollande, il est totalement déterminé au redressement. Mais il y aura un moment en 2017 où ces questions pourront être posées. Nous sommes en 2015, nous sommes au cœur de l'action de ce quinquennat et cette année, c'est une année de concrétisation de la mise en œuvre de cette politique de redressement économique, de progrès social, de redressement de notre compétitivité. Oui, parce que prenons le pacte de responsabilité, prenons la loi de transition énergétique, prenons les nouvelles mesures pour la construction de logements. Elles ont été adoptées, maintenant elles vont entrer en œuvre et c'est cela qui compte. Et on n'est pas encore, hélas, dans la deuxième partie du quinquennat qui prévoyait, selon les promesses de François Hollande, le temps de la redistribution. On parle peut-être de concrétisation, mais la redistribution, c'est pas pour tout de suite. Il y a aussi des mesures de redistribution. Quand, par exemple, la première tranche de l'impôt sur le revenu est supprimée et que donc 9 millions de Français vont pouvoir ne pas être assujettis à cette imposition, c'est une redistribution de pouvoir d'achat. Quand nous évoquions tout à l'heure la prise en compte de la pénibilité, le fait que chaque salarié va pouvoir comptabiliser les années ou les mois pendant lesquels il est exposé. Ça veut dire qu'il peut partir à la retraite, pour ceux qui sont concernés, plus tôt. C'est une mesure de justice sociale et de redistribution qui permet à la fois de financer les retraites, parce qu'il a fallu prendre en compte l'allongement de la durée de la vie moyenne, mais aussi de prendre en compte le fait que pour certaines catégories, en particulier d'ouvriers, il y a des expositions et donc il doit y avoir une mesure de justice. Harlem Désir, je vous écoute, mais j'ai dans l'oreille ce qu'a dit Manuel Valls à la toute fin de l'année à un journal espagnol, Il Mundo, qu'il a sacré homme politique de l'année. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y aurait des années de sacrifice
pour les Français. Des années de sacrifices. Alors, hein, c'est pas la concrétisation et encore moins la redistribution. C'est de dire qu'on ne peut pas promettre que les sacrifices, il va falloir les arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que on est... Lui, il nous les garantit pour les années qui viennent. Mais oui, mais parce qu'il va falloir continuer encore à faire des efforts. Par exemple, nous sommes lancés dans une grande réforme de l'État. C'est à la fois la réforme territoriale, la réforme de la carte des régions, mais surtout de la redistribution des compétences entre les agglomérations, les départements, les nouvelles grandes régions. Là, ça va impliquer aussi une réforme de l'État. Donc il y a des efforts, il y a des changements qui doivent être faits. Ça ne veut pas dire forcément des régressions. Ça veut dire au contraire du progrès, mais avec, c'est vrai, une maîtrise de la dépense publique, avec de la simplification, avec un effort, parce que nous sommes dans une économie où nous devons être compétitifs. Vous avez gardé vos lunettes roses en ce début d'année 2015, Harlem Désir. Mais parce qu'il faut du volontarisme. Mais quand vous dites que vous vous promenez à l'étranger et qu'à chaque fois on vous renvoie une image d'une France qui réussit, il n'y a pas que cela. Quand vous vous promenez dans les capitales européennes, vous savez que la France est affaiblie et que nous sommes toujours sous la menace d'une sanction financière de la Commission pour nos déficits. Non, la France, ça c'est un fait. La France est un pays qui est fort, d'abord de sa puissance diplomatique, économique, de son rayonnement culturel. Oui, économique, parce que nous avons parmi les plus grandes entreprises européennes et les plus grandes entreprises mondiales dans beaucoup de domaines, mais nous avons aussi des points, c'est vrai, de faiblesse. Oui, par exemple, nos petites et moyennes entreprises doivent être davantage encouragées à exporter, à grandir. Du budget de l'État. François Hollande donc, a reconnu il y a quelques jours chez nos amis de France Inter l'échec en matière de chômage. Il l'assume. Est-ce qu'il ne va pas demain devoir assumer son échec en matière de déficit, qui nous expose, donc je le rappelle, à des amendes de la Commission? Est-ce que vous les redoutez d'ailleurs? Non, parce que nous sommes engagés dans un plan de réduction des déficits. Nous avons pris une trajectoire qui est de réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique, à la fois pour financer l'allègement des charges, des taxations sur les entreprises de 40 milliards d'euros, pour financer aussi des mesures de redistribution du pouvoir d'achat, la baisse par exemple des impôts pour les ménages les plus modestes, et puis pour arrêter l'augmentation de la pression fiscale. Je crois que vraiment on ne pouvait plus penser régler les problèmes de cette façon. Et les déficits, ils sont passés entre 2011, quand nous sommes arrivés, où ils étaient au-delà de 5%, et aujourd'hui, ils ont baissé. Nous sommes à 4,1% et nous allons continuer à les baisser en 2015, en 2016, en 2017. Bon, nous respectons nos engagements, mais nous avons aussi... On a repoussé, on a obtenu de nouveaux délais. Parce qu'il y a une situation... sur les 3%. Parce qu'il y a une situation que les traités prévoient, exceptionnelle, où l'inflation, vous l'avez vu, est aujourd'hui à 0,4%, peut-être même moins que cela dans la zone euro, puisque les chiffres vont être publiés et que, par exemple, pour l'Allemagne, c'était 0,2% au dernier trimestre. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, alors que vous savez que la cible de la Banque centrale, c'est 2% d'inflation. Et dans ces conditions-là, le principal risque, c'est d'une certaine façon un étouffement de la demande. Donc nous ne voulons pas, par des politiques d'austérité, nous l'avons toujours refusé. Nous pensons que ça n'est pas bon pour la zone euro, pas simplement pour notre économie, mais même pour d'autres pays. Nous ne voulons pas aujourd'hui que cette consolidation budgétaire qui est nécessaire, qui passe par la réduction de nos dépenses, se traduise par des politiques d'austérité qui ajouteraient au risque de récession. Alors là, Harlem Désir, vous ne parlez pas encore pour la Grèce. Vous parlez toujours de la France. On va parler de la Grèce dans un instant. De la France, mais je parle de l'Europe en général. Et de l'Europe en général, dont de la Grèce. Mais quand même, vous m'avez dit, vous ne croyez pas du tout à des amendes de Bruxelles au mois de mars. Non, d'ailleurs, vous savez qu'on nous avait annoncé cela, et ce n'est pas ce qui s'est passé. La Commission européenne a considéré que le budget que nous avions présenté... Non, il y a une discussion normale avec la Commission européenne qui prend en compte, pour chacun des pays, la situation de la zone euro dans son ensemble, la diminution du déficit, les réformes structurelles qui sont engagées, et c'est pourquoi nous sommes tout à fait confiants. D'accord. On va poursuivre notre débat sur les taux de la dette et des déficits avec l'Europe qui fait face donc à une possible alternance politique en Grèce avec la gauche radicale qui est incarnée par Alexis Tsipras. La levée de bouclier est-elle à Berlin et à Bruxelles, d'Angela Merkel à Pierre Moscovici, que certains dénoncent d'ailleurs aujourd'hui à gauche, une atteinte à la souveraineté des peuples comme le peuple grec, qui sont essorés, on le sait, par des années d'austérité. Karine Perret de l'AFP donc va nous rejoindre après ce reportage à Athènes, signé Jérôme Rabier. C'est une image qui hante la Commission européenne, fait trembler les marchés boursiers et inquiète au FMI. Si le 25 janvier, Alexis Tsipras, le leader de Syriza, sort vainqueur des élections législatives anticipées, c'est sa coalition de gauche radicale qui pourrait diriger le pays avec une priorité, changer de politique économique. L'austérité est un phénomène aussi irrationnel que catastrophique.
Pour rembourser la dette, une restructuration sérieuse de celle-ci est nécessaire. Remettre en cause le remboursement des 240 milliards d'euros de prêts accordés par l'Union européenne, le FMI et les créanciers privés depuis 4 années, voilà le point numéro 1 du programme de Syriza. De quoi faire sortir de leur gonds les tenants de l'austérité, au premier rang desquels l'Allemagne, où Angela Merkel aurait évoqué une nécessaire sortie de la zone euro en cas de victoire de la gauche radicale. Un scénario inenvisageable pour la Commission européenne. D'après l'article 140, paragraphe 3 du traité, l'appartenance à l'euro est irrévocable. La sortie de l'euro n'est de toute façon plus au programme de Syriza, mais Alexis Tsipras surfe sur le ressentiment envers l'Allemagne et défie depuis longtemps Angela Merkel. Madame Merkel doit comprendre qu'elle n'est qu'un partenaire comme les autres au sein de l'eurozone. Une eurozone qui ne connaît ni propriétaires ni locataires. Dans un pays où le PIB a perdu 25 points en 4 ans, où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où le chômage atteint 27%, ce discours fait mouche auprès des électeurs, à défaut d'autre chose. Je pense que quelque chose va changer. Je ne sais pas si Alexis Tsipras va mieux s'en sortir. Mais cela ne sera pas pareil. Pour moi, c'est essentiel. Après 4 années d'expérimentation, il faut changer. S'il arrive à l'emporter et à constituer une majorité, Alexis Tsipras, 40 ans et tribun hors pair, deviendra le seul interlocuteur de l'Union européenne. Un leader d'extrême gauche à la table des prochains sommets, cela promettrait des débats enlevés sur la politique à mener pour sortir l'Europe de la crise. Voilà, Karine Perret est avec nous. Bonsoir Karine, de l'agence France Presse. Vos questions à Harlem Désir sur cette question cruciale du moment. Oui, Harlem Désir, est-ce que vous-même, vous souhaitez ou vous redoutez la victoire de Syriza en Grèce le 25 janvier prochain? Les Grecs vont voter et ils vont choisir librement leur gouvernant. Je crois que tout le monde a intérêt à ce que la Grèce reste dans la zone euro, y compris les Grecs eux-mêmes. Et je note que toutes les grandes formations politiques en Grèce, que ce soit des formations traditionnelles ou des formations nouvelles comme Syriza, d'Alexis Tsipras, ont dit qu'elle souhaitait rester dans la zone euro. À partir de là, il y a plusieurs principes. D'abord, il y a un principe de démocratie. La démocratie, c'est ce qui fonde l'Europe. Donc on respecte les choix qui vont être faits par le peuple grec. Le deuxième principe... Angela Merkel. Mais le deuxième principe, c'est aussi que tous les pays qui sont engagés dans l'Union économique et monétaire, et d'ailleurs dans l'Europe, doivent respecter leurs engagements les uns vis-à-vis des autres. Et donc, il y a une continuité, quelles que soient les alternances au sein de nos pays, des engagements qui sont pris, et il est évident que c'est ces deux principes qui définiront la relation après l'élection législative qui va avoir lieu en Grèce, entre la Grèce et ses partenaires de la zone euro. C'est-à-dire que si Syriza parvenait au pouvoir et demandait une renégociation de sa dette, c'est d'ailleurs dans son programme, ça vous poserait un problème? D'abord, moi, je n'ai pas à préjuger de ce que va être le résultat d'une élection, et je crois que nous devons être, au contraire, très respectueux de ce principe démocratique qui est que chaque peuple décide de lui-même qui sont ses dirigeants. Toujours la leçon à Angela Merkel, je vous écoute. Non, pas du tout, parce que je crois qu'aucun dirigeant de l'Union européenne n'a dit qu'il souhaitait tel ou tel résultat. Il y a eu des fuites dans le Spiegel ce week-end qui disaient qu'Angela Merkel disait qu'il faudrait qu'il y ait une sortie, si Alexis Tsipras venait au pouvoir, il faudrait une sortie de... Je pense qu'il faut reprendre les déclarations. Il y a une formation politique en Grèce qui est sur des valeurs totalement contraires à celles de l'Union européenne. C'est ce parti qui s'appelle Obdoré, qui est un parti néo-nazi, qui d'ailleurs est impliqué dans des crimes, dont plusieurs dirigeants sont emprisonnés, et qui véritablement est aux antipodes. On ne parle pas de lui, là. Ce parti, rien n'indique qu'il puisse arriver au gouvernement. Donc, quel que soit le résultat de l'élection, et nous n'avons pas à nous exprimer pour essayer d'influer, je crois, sur ce résultat. Si ce n'est que les formations politiques européennes sont regroupées dans des partis européens. Mais en tant que gouvernement, en tant qu'exécutif d'un des pays majeurs de l'Union européenne, nous devons être très respectueux du choix que fait chaque peuple au moment de ces élections. Et ensuite, nous avons... D'Angela Merkel ce week-end, on a parlé d'atteinte à la démocratie, de oui, pression, mais il faudra voir, comme vous le dites, ce sont des déclarations qui n'étaient pas vraiment des citations. Qui n'ont pas été démenties. Elles n'ont pas été démenties par oui, mais moi, je ne peux pas commenter des... Donc vous mettez en garde, en tous les cas, tous les responsables européens, vous leur dites, faites comme moi, ne commentez pas une élection à venir chez un de nos partenaires. Non, je dis qu'il y a deux choses.
choses. D'une part, de toute évidence, il y a un débat qui a lieu au moment de cette élection législative en Grèce et qui est, on le voit aussi dans le climat d'une politique qui a été très dure après une crise qui a mené à des mesures d'austérité. Mais cette situation, la Grèce s'y est trouvée aussi parce qu'elle-même, on le sait, n'avait pas bien géré ses comptes publics, que les déficits avaient explosé et que donc il a fallu qu'il y ait un dispositif de soutien à la fois européen et du Fonds monétaire international. Vous voulez rétablir international. certaines vérités et dire que la Grèce est d'abord victime de ses dirigeants passés plus que de l'Europe aujourd'hui qui est venue à son secours? En tout cas, je crois que toutes les formations politiques aujourd'hui en Grèce considèrent qu'il y a des réformes qui doivent être faites, par exemple en matière de fiscalité, en matière de cadastre, en matière de bonne gestion de l'administration. Et cela, ça n'est pas donc l'Europe qui en soi l'impose. C'est la situation, comme dans chacun de nos pays, si les finances publiques ne sont pas bien gérées, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être faites. Par ailleurs, je veux donc que nous soyons très respectueux du choix que va faire un peuple et dont on ne doit pas préjuger. Ce n'est pas les sondages qui font le résultat d'une élection, on le sait. Donc attendons que ces élections aient eu lieu le 25 janvier et apprêtons-nous à travailler avec le futur gouvernement grec comme nous avons travaillé avec les précédents gouvernements grecs. Cette formation, Syriza réclame la tenue d'une grande conférence européenne sur la dette. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, autour d'une même table, tous les dirigeants européens se retrouvent pour rediscuter d'un rééchelonnement, d'un effacement peut-être partiel de la dette? Et est-ce que, par exemple, la France y est prête, sachant que ce serait un coût pour le contribuable français? On parle de milliards d'euros. Encore une fois, ça supposerait de rentrer dans l'hypothèse que l'on connaît le résultat de l'élection. On retient cette hypothèse. On retient cette hypothèse. Je ne peux pas faire de la politique fiction. Parce que, encore une fois, ce sont les citoyens qui vont s'exprimer en Grèce, qui vont décider de leur futur gouvernement. Et ce futur gouvernement, quel qu'il soit, va continuer à discuter avec les autres États membres et avec la Commission européenne des conditions de sortie de la Grèce, de la crise dans laquelle elle est et en même temps du plan d'aide. Elle a eu besoin d'une aide, elle en a encore besoin, je crois. Et donc la solidarité, c'est aussi un principe européen auquel nous nous sommes très attachés. Mais encore une fois, quand il y a la solidarité, il y a aussi le respect des engagements. Parce que comme vous l'avez dit, les autres pays se sont portés au secours de la Grèce. La France, l'Allemagne, tous les pays, l'Italie, même l'Espagne, même les pays qui étaient eux-mêmes en difficulté se sont portés au secours de la Grèce. Et donc, il est normal que chacun soit attentif à ce que, ensuite, il y ait la possibilité d'une sortie de cette crise dans laquelle a été la Grèce. Alors, Karine vient de citer un chiffre très important. C'est l'exposition de la France à la dette grecque. Un défaut de paiement coûterait, c'est Guy Verhofstadt, un des leaders centristes du Parlement qui le dit, coûterait 49 milliards. Du Parlement européen. Oui, du Parlement européen, coûterait 49 milliards d'euros pour les Français. Mais d'abord, je ne veux pas qu'on fasse des plans catastrophiques. Non, mais encore une fois, je l'ai dit. Il y a une réalité comptable. Mais écoutez, notre objectif, il a toujours été de préserver l'unité et la stabilité de la zone euro. Et la France s'est battue pour que soit mis en œuvre le mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de FMI européen, qui doit éviter que se reproduise ce qui s'est passé pendant la crise de 2007-2008, c'est-à-dire qu'à partir d'une crise bancaire et d'une crise de défaillance de quelques États membres, il y a eu le problème de la Grèce, mais il y en a eu d'autres, il y a eu l'Irlande, il puisse y avoir ce qu'on appelle une crise systémique, c'est-à-dire une déstabilisation qui se propage dans l'ensemble du système financier et donc de l'économie de la zone euro. Donc nous avons mis en place ces mécanismes de stabilité. Et c'est pourquoi aussi nous avons refusé ce que d'autres proposaient à un moment, qui était l'idée de dire pour régler la crise, on n'a qu'à se débarrasser des pays qui sont en difficulté et laisser sortir de la zone euro des pays comme la Grèce qui sont en difficulté. Nous l'avons refusé parce que c'est un projet politique, l'euro. C'est Exactement. Donc il faut continuer à tenir cette ligne-là. L'euro, c'est une construction que nous sommes économique. exposés à hauteur de 49 milliards, donc, selon Guy Verhofstadt, à la dette grecque. Et vous pensez que c'est un coût que nous pourrions supporter, vu notre situation budgétaire? Mais je ne me place pas du tout dans l'hypothèse où il y aurait une sortie d'un pays de la zone euro. Et, comme l'a dit le président de la République, ce sont les Grecs d'abord qui doivent décider s'ils veulent ou non rester dans la zone euro. Je constate que toutes les grandes formations politiques, encore une fois, qu'elles soient de droite, de gauche, nouvelles ou anciennes, y compris Syriza, disent qu'elles veulent rester dans la zone euro. Et je crois que l'expression des Grecs, on ne sait pas ce que sera le résultat de l'élection, mais va confirmer que majoritairement, ils auront voté pour des formations politiques qui souhaitent que la Grèce reste dans la zone euro. Donc à partir de là, il faut toujours travailler sur la base de principes. Ça veut dire que nous allons travailler
à ce que la Grèce, qui est en train de progressivement se remettre, de remettre en ordre ses finances publiques, puisse être accompagnée dans ce plan de sortie de crise et de solidarité dont elle a été bénéficiaire. On vous écoute quand même, vous dites qu'il faut que la Grèce poursuive son programme de réforme, donc finalement, vous préféreriez qu'il n'y ait pas d'alternance trop radicale. Non, mais chaque gouvernement peut mener les réformes à sa façon. Non, vous dites qu'il faut continuer. Hein. Mais dit. Il faut continuer à réformer, bien entendu, il faut continuer à désendetter les finances publiques. Mais ça, je crois que personne ne le conteste, pas même Syriza. Ensuite, la façon de mener ces réformes... Si on remonte tous les minima sociaux, si on augmente les salaires, si on commence à embaucher des fonctionnaires oui, en Grèce, c'est pas le programme de réforme que vous défendez. Mais ça dépend, parce que si en même temps vous avez une réforme des recettes fiscales, si vous faites en sorte que toutes les institutions qui ne payaient pas d'impôts jusqu'à présent dans ce pays en payent, vous savez qu'il y avait beaucoup de fraude, il y avait beaucoup d'évasion fiscale, bon, vous pouvez aussi assainir les finances publiques en menant des politiques différentes. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Pierre Moscovici, qui donc est allé aussi à Athènes pour, en quelque sorte, dire qu'il fallait un large soutien des électeurs envers les réformes prévues Il n'a pas hésité, lui, à s'engager, hein, oui. Est-ce qu'il s'ingère trop? Je crois qu'il ne faut pas donner une mauvaise interprétation, puisque lui-même a dit que la Commission européenne n'avait pas à se mêler de l'élection en Grèce, et donc elle ne donnait pas de consigne de vote. Il a voulu apporter, je crois, un message de solidarité, de soutien à la Grèce. La Commission européenne, je crois, l'a dit très clairement aujourd'hui, il n'y a pas d'option sur une sortie d'un pays de la zone euro, et donc tout le monde travaille à ce que la Grèce reste bien dans la zone euro. Il donne aussi des leçons à la France, lui qui a été ministre de l'économie. On l'a entendu dire récemment, aujourd'hui l'objectif budgétaire n'est pas rempli. Je crois qu'il a fait une déclaration qui était quand même plus équilibrée que cela. L'objectif, le message là était clair. L'objectif budgétaire... Il n'y a pas le même discours à Paris et à Bruxelles, hein, vous avez noté. Notre objectif budgétaire, c'est évidemment de diminuer les déficits et de diminuer la dette en France. Nous ne le faisons pas parce que simplement il y aurait des règles européennes. Nous le faisons, nous l'avons dit, parce que nous voulons retrouver des marges de manœuvre et parce qu'on n'a pas à handicaper l'avenir en accumulant des dettes. Quand nous sommes arrivés, en 2012, la dette avait doublé en l'espace d'un quinquennat, celui de Nicolas Sarkozy. Elle avait été augmentée de 600 milliards d'euros, elle avait été augmentée de 1000 milliards d'euros en l'espace de 10 ans. Nous voulons mettre un coup d'arrêt à une politique qui était totalement irresponsable. Et donc, nous le faisons parce que nous pensons que c'est plus intéressant de consacrer des moyens à l'éducation, à la loi de transition énergétique, à investir dans l'avenir, qu'à payer les intérêts de la dette. Karine ? Autre sujet, mais qui concerne aussi l'Allemagne, elle est confrontée à un mouvement anti-islam. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Oui, ce mouvement, comme il en existe dans d'autres pays européens, évidemment, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser. Et je me réjouis que la chancelière Angela Merkel et beaucoup d'autres personnalités politiques, de tous bords confondus d'ailleurs en Allemagne, aient condamné avec une très grande fermeté ce mouvement xénophobe et anti-islam, et qu'il y ait eu des contre-manifestations, des manifestations plus nombreuses, positives, pour dire que l'Allemagne n'accepterait pas de voir ce mouvement l'emporter. Et la chancelière a eu des mots très forts. Et elle a montré par là d'ailleurs ce qu'était la force des valeurs démocratiques que nous avons en commun en Europe. Et dans toutes les périodes de crise, il y a toujours cette tendance, cette tentation de populisme, de désigner des boucs émissaires. En France aussi. Ça existe sous des formes différentes dans beaucoup de pays de l'Union européenne, parce que nous sommes confrontés à des difficultés, à un chômage, à une crise. Et c'est facile de désigner les étrangers ou une catégorie de population, une religion comme responsable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et par exemple, en Allemagne, il y a eu des responsables pour faire remarquer que c'était d'autant plus aberrant que l'Allemagne, pour des raisons démographiques, avait besoin aujourd'hui de ces étrangers qui viennent dans ce pays pour travailler. En Allemagne, il n'y a pas le même problème de chômage que chez nous, donc on ne peut pas accuser les étrangers qui sont dans ce pays d'être soi-disant responsables d'un problème d'emploi, par exemple. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même des mouvements populistes. Donc c'est une question de valeur, c'est une question de principe. Et face à cela, il faut s'appuyer sur les valeurs fondamentales de chacun de nos pays. Pour nous, ce sont les valeurs de la République. En Allemagne, c'est les valeurs démocratiques qui ont permis de reconstruire l'Allemagne après la guerre pour refuser ces mouvements démagogiques et populistes. Pour vous, le nouveau roman
de Michel Alouet, soumission, participe de ce populisme et de ces peurs que vous évoquez? J'ai pas eu l'occasion de le lire, sans l'avoir lu, sort mais quand même, demain. oui, on sait ce qu'il y a dedans. Et puis, bon, par ailleurs, il y a une liberté de création et d'écriture, donc en tant que membre du gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas vivre dans la peur du changement ou dans la peur de l'autre. Et que la France, c'est un pays qui a toujours été capable, justement, de surmonter. Vous n'avez pas peur de l'islamisation de la société, vous? Mais non seulement j'en ai pas peur, mais c'est une absurdité. Et je crois qu'au contraire, nous devons nous appuyer sur ce qui est le cœur même de l'identité de la nation républicaine, qui est fondée sur des valeurs universelles et qui lui a toujours permis d'intégrer par la citoyenneté celles et ceux qui sont venus d'ailleurs et qui font partie aujourd'hui de la force de notre pays. Pour les démentir, Michel Houellebecq dans le Nouvel Obs, dans l'Obs cette semaine, qui dit « La République est morte, la laïcité est morte, les Lumières resteront une parenthèse dans l'histoire ». Mais je crois que la France, au contraire, elle incarne toujours les Lumières. Et que c'est y compris en s'inspirant toujours de cette part-là de son histoire qu'elle réussit à rayonner. Et qu'aujourd'hui, ce qui donne du sens à ce que nous faisons, c'est aussi de permettre à la France de continuer à porter dans le monde et en Europe ses valeurs, celles des Lumières. Merci Karine. Perrine Tarnaud arrive donc pour évoquer le PS. Je le disais, vous avez dû céder les rênes de Solferino à Jean-Christophe Cambadélis il y a un peu moins d'un an maintenant. C'était après l'échec des municipales. Mais votre successeur, lui, est exposé à 2 échecs potentiels puisqu'il parle de scrutin un peu rude à venir. Échec potentiel sinon inévitable cette année. Louis Sibille. Dur d'être socialiste en 2015. L'année s'annonce d'ores et déjà difficile. La machine de guerre du parti peine à recruter des candidats pour les élections départementales de mars prochain. C'est le cas en Moselle par exemple. Le premier secrétaire a même dû envoyer une lettre aux adhérents pour trouver des candidats. Je comprends vos interrogations sur tel ou tel aspect de la politique gouvernementale, mais il ne faut pas baisser les bras. Le parti tente de minimiser les difficultés. Dans des moments et dans des territoires, je le redis, où la gauche connaît, parce que la droite y est très forte, de nombreuses défaites électorales. Le fait qu'on est dans ces endroits-là, et ils sont peu nombreux, plus de difficultés qu'avant à trouver des candidats, c'est quelque chose d'assez normal. Les départementales, des élections déjà annoncées comme une débâcle pour le pouvoir. Or, 2 mois plus tard se tient le temps phare du PS, le congrès du parti. Avec cette question explosive en filigrane, faut-il suivre la ligne social-libérale du gouvernement? Les frondeurs annoncent déjà vouloir déposer une motion contre l'austérité. A priori, toute une série de gens qui se sont retrouvés dans les frondeurs sont au moins d'accord sur la critique de ce qui est mené. Nous, en tout cas, on mènera cette bataille. On souhaite qu'elle rassemble le plus grand nombre possible et surtout qu'il y ait une majorité de socialistes qui prennent leurs responsabilités pour dire on doit changer de cap. L'exécutif est clairement dans le collimateur. Le premier secrétaire, lui, préfère rester prudent. Je ne pense pas que l'objectif du Congrès soit de renverser le gouvernement. Ça serait un peu paradoxal pour un parti socialiste. 2015, annus horribilis. Dernier temps fort, les élections régionales se tiendront en décembre. Là encore, les pronostics ne sont pas bons. Voilà, et c'est Perrine Tarnaud donc, qui est là. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions à Harlem Désir. Donc, en perspective de ce congrès du mois de juin pour le Parti Socialiste, est-ce qu'il y a un risque réel d'explosion du parti selon vous? Je ne le crois pas. Bon, moi, je suis en charge des questions européennes au sein du gouvernement aujourd'hui, donc je n'ai pas vos questions à commenter. Mais je suis socialiste. Et je pense que les socialistes, je le souhaite en tout cas, auront la sagesse de se rassembler largement autour d'une motion, d'un texte d'appui à l'action du président de la République et du Premier ministre Manuel Valls, et portée par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, parce que je crois que les socialistes doivent être fiers de ce qu'ils font. C'est vrai que nous arrivons souvent aux responsabilités dans des situations difficiles, quand le pays est en crise. Et nous avons à la fois à redresser la situation du pays, et en même temps, on attend de la gauche qu'elle fasse aussi progresser des droits, des avancées démocratiques et sociales. Et c'est pas facile, mais c'est quand même ce que nous sommes en train de faire. Oui, parce que vos camarades socialistes ne sont pas du tout fiers de ce travail-là. Ils se font entendre, on les appelle les frondeurs. Eh bien, tout à l'heure, j'évoquais plusieurs réformes. Moi, je me souviens, et je ne suis pas le seul, parce que le président de la République nous l'a rappelé récemment, le nombre de fois où, dans notre histoire, comme socialistes, nous avons signé des textes en disant
il faut donner à tous les travailleurs de ce pays un droit à la formation tout au long de la vie et de leur carrière. Et bien maintenant, nous avons créé ce compte formation. Le nombre de fois où nous disions, pour qu'une réforme des retraites soit juste, il faut qu'elle puisse prendre en compte la pénibilité, en particulier pour les ouvriers, pour ceux qui sont exposés à des risques qui mettent en cause leur espérance de vie. Eh bien, nous venons de le faire entrer dans la loi. Le nombre de fois où nous disions, il faut que l'école redevienne la priorité budgétaire. Vous n'avez pas poursuivre l'énumération que vous avez commencé dans la première partie de l'émission. Mais quand même, nous avons refait de... Ils vous disent que c'est insuffisant. Visiblement, ils ne sont pas satisfaits par cette politique, du moins sur la ligne économique. Tous reconnaissent que cela a été fait et j'aimerais que tous, en tout cas, l'assument avec fierté. Mais c'est vrai que nous avons repris la responsabilité du pays dans une situation de crise de la zone euro, crise internationale, aussi retard industriel. Nous avions perdu beaucoup de positions. Tout à l'heure, je disais que la France est un pays qui peut être fier de ses très grandes entreprises. Je soulignais aussi les difficultés de nos petites et moyennes entreprises. Quand nous sommes arrivés, déficit du commerce commercial, 75 milliards d'euros. L'héritage, là, c'est fini. Je ne parle pas de l'héritage, je parle de l'immensité de la tâche. Le Premier ministre l'a dit lui-même dans l'interview à laquelle vous faisiez référence, un journal espagnol, El Mundo. Ça sera long. Et en même temps, c'est en train de produire ses effets. Il y a un indice qui est paru aujourd'hui sur les intentions des entreprises, l'indice PMI qui concerne les directeurs d'achat. Pour la première fois, cet indice est en train de repasser au seuil qui est celui de la croissance, c'est-à-dire où il y a des intentions d'investissement. C'est cela le travail que nous sommes en train de faire. Pour convaincre non seulement les frondeurs au congrès du Parti socialiste, mais également les électeurs, puisqu'il y a deux échéances importantes cette année, notamment d'abord les élections départementales au mois de mars. On attend une défaite historique du Parti socialiste. C'est aussi votre pronostic? D'abord, il ne faut pas aller à un rendez-vous électoral en disant par avance on attend un résultat qui n'est pas favorable. Il faut y aller. C'est ce que disent non, mais d'accord. Beaucoup de militants et beaucoup d'élus socialistes. Il y a une situation économique qui est difficile. En même temps, les présidents de département, la majorité d'entre eux sont de gauche et socialistes, ils ont un bon bilan. En général, ils sont appréciés de leurs concitoyens. Ce qui va être en jeu, c'est de renouveler leur mandat avec les conseillers départementaux pour les 6 prochaines années, pour qu'ils soient au service du développement de leur territoire, de la solidarité, puisque c'est notamment la compétence des départements. Donc vous restez optimiste. Deuxièmement, je crois que les socialistes ont intérêt, pendant cette campagne, à assumer et à faire la pédagogie de l'action qu'ils mènent aussi au niveau gouvernemental. Parce que, effectivement, les électeurs, ils vont d'abord avoir à choisir des élus départementaux, mais comme l'élection a lieu le même jour dans tout le pays, ça sera aussi une élection politique. Et on ne peut pas gagner une bataille électorale si on n'y va pas en disant qu'on est fier de l'action qu'on mène et des progrès qu'on permet au pays de réaliser. Vous n'avez jamais été aussi fier d'être socialiste, vous parlez beaucoup de fierté. Vous n'avez jamais été aussi fier d'être socialiste. En tout cas, je crois que nous devons être très fiers. Oui, moi je suis très fier de ce que nous faisons sur le plan du redressement de l'économie du pays, des progrès sociaux, et sur le plan européen et international. Moi, je suis fier, c'est vrai, quand je vois le président de la République aller reprendre l'initiative pour régler la crise avec la Russie. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un processus qu'on appelle format Normandie, où la France a remis en dialogue la Russie, l'Ukraine, avec notre partenaire l'Allemagne. Il y a des discussions qui se mènent toutes les semaines. Il va y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères avec Laurent Fabius. Et le président de la République lui-même a dit sa disponibilité à reprendre le chemin encore d'une réunion qui pourrait avoir lieu pour que les présidents russes et ukrainiens signent la paix. Là, je suis fier. Ça va être dur quand même, je vois que nous obtenons... échéances électorales, Harlem Désir, parce que les électeurs ne sont pas forcément convaincus, mais aussi vos alliés du Parti socialiste, je pense aux Verts, je pense au Parti communiste. Tout le monde va partir en ordre dispersé pour ces élections départementales du mois de mars, et du coup, ça va être difficile de sauver les meubles, non ? Malgré votre optimisme. Non, vous avez raison sur ce point. C'est que si la gauche se présente à ces élections avec une multiplicité de candidatures au premier tour, elle se rend les choses plus difficiles. Parce qu'on peut toujours dire on se rassemblera au second tour. Mais enfin, il vaut mieux arriver à se qualifier pour le second tour, quel que soit le mode de scrutin et l'élection. Et il vaut mieux déjà créer une dynamique au premier tour. Surtout que dans les départements, puisqu'on parle là des élections départementales, comme des élections régionales qui auront lieu ensuite à la fin de l'année, nous gouvernons ensemble avec les autres formations de gauche, avec les écologistes en particulier. C'est ensemble que nous animons ces collectivités locales et que nous avons un bilan commun qu'en général,
tous sont fiers de défendre. Ça, c'est Manuel Valls qui nous a peut-être pas facilité la tâche. Je fais référence à son interview dans le Nouvel Obs à l'automne dernier, quand il avait attaqué la gauche passéiste et qu'il avait évoqué la fin du Parti socialiste. Mais Manuel Valls, d'abord, lui-même a été un élu local. Pendant 10 ans, il a été maire d'Évry. Il a gouverné avec toute la gauche. Aujourd'hui, à chacun des grands textes qu'il a eu l'occasion de présenter, récemment avec Ségolène Royal, le texte sur la transition énergétique, il a cherché à rassembler la majorité et il l'a fait. Et il y a eu de sa volonté, il y a eu de sa part la volonté de rassembler. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun, y compris chez les écologistes, réfléchit effectivement à la façon dont on peut le mieux préparer ces scrutins locaux. Vous évoquez les élections régionales. Il y a beaucoup d'élus qui sont en place et qui sont en place déjà depuis 3 mandats, qui souhaitent repartir pour un 4e mandat. Je peux les citer, Jean-Paul Huchon, Alain Rousset, Martin Malvy, Michel Vauzel. Depuis 1998, ils sont là. Oui, 3 mandats, ça fait 18 ans. Est-ce qu'ils sont légitimes à repartir pour un 4e mandat? D'abord, s'ils sont là, c'est que les électeurs ont souhaité les reconduire. Oui. Et en général, c'est parce qu'ils ont incarné très bien leur territoire, le développement de ces régions. Vous avez mentionné Alain Rousset, par exemple. Je suis allé récemment en Aquitaine parce qu'il y a là-bas des équipements qui sont cofinancés avec l'Europe. Je pense par exemple à l'Aérocampus, qui est un endroit où sont formés des jeunes pour les métiers de l'aéronautique en commun avec les industries de l'aéronautique françaises, allemandes. Non, mais voilà, c'est des réalisations extraordinaires. Je pense à Jean-Paul Huchon et à ce qu'il fait dans la région de France. Parti socialiste, ce nombre de mandats de présidence exécutive était limité à 3. Bon, ça, encore une fois, moi, je suis plus en charge du Parti socialiste, mais je crois que c'est les électeurs qui ont souhaité que ces présidents de région continuent. Ensuite, il y a des désignations au sein de chaque formation politique. Il y en aura donc au sein du Parti socialiste. Et il faut choisir à chaque fois le candidat qui est le mieux à même de porter vous répétez nos projets. Que vous n'êtes plus en charge du Parti socialiste, Perrine. Vous avez subi des attaques assez violentes quand vous avez dû céder les rênes du parti il y a un peu moins d'1 an. Est-ce que vous êtes insensible aux attaques comme François Hollande? D'abord, quand vous êtes responsable d'une formation politique, vous êtes toujours l'objet d'attaques. Et, ça fait partie de la vie politique, semble-t-il. Moi, j'essaye de plus me préoccuper du fond. J'ai essayé de le montrer dans notre échange, c'est-à-dire des politiques que nous menons au service des Français, au service du pays. Et je pense qu'il faut relativiser. Vous êtes plus discret depuis votre arrivée au ministère des Affaires européennes? Non, moi je viens quand on m'invite, c'est simplement parce que d'abord je exister entre Matignon, l'Élysée, Laurent Fabius. Oui, d'abord, avec qui je travaille très bien et que j'ai cité, notamment pour son action pour la crise en Ukraine et en Russie, mais parce que je passe beaucoup de temps dans les réunions européennes, à aller rencontrer mes homologues dans les autres pays, à négocier pour défendre les positions de la France, pour faire évoluer l'Europe vers de nouvelles priorités, parce que l'enjeu de l'année 2015, c'est que l'Europe soit plus synonyme d'austérité, mais qu'elle soit synonyme de croissance, d'investissement, d'où l'importance du plan Juncker, dont j'aurais aimé qu'on parle davantage et que nous avons fait adopter, et qui va maintenant devoir entrer en vigueur pour que des projets, y compris en France, puissent être financés. On l'attend tous, effectivement. Au moins, ce poste de ministre des Affaires européennes vous aura permis de rencontrer le pape François. Il paraît que vous avez été très impressionné par sa visite au Parlement européen et séduit. Oui, c'est vrai, j'ai été impressionné par sa personnalité, par les discours qu'il a pu tenir devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, mais aussi par la force qui se dégage de sa personnalité. Je crois que c'est un pape révolutionnaire. Ça ne vous gênait pas qu'un pape vienne dans une enceinte parlementaire? Il y a eu des critiques, je pense à Jean-Luc Mélenchon par exemple. Non, d'abord il était invité du Parlement européen. Le pape fera, je crois, aussi une visite en France cette année. Ce ne sera pas la première fois, mais c'est toujours un grand événement. Et il représente à la fois une force spirituelle et en même temps un État, l'État du Vatican. Et je crois qu'il a un... Oui, c'est vrai qu'il a été très impressionnant en parlant de l'Europe et en disant notamment une chose qu'il nous a dite avec Ségolène Royal quand nous l'avons accueilli, que nous avons eu un entretien avec lui, d'une façon peut-être encore plus forte que dans le discours, c'est que l'Europe ne doit pas être une grand-mère, qu'elle doit redevenir une mère, c'est-à-dire être... très jeune, pleine de curiosité, d'enthousiasme. Philippe Tesson, dans Le Point, a fait l'analogie entre les discours du pape et les discours de François Hollande, en disant que ce sont des incantations. Je me garderai bien de faire des comparaisons, mais je crois qu'on est dans 2 ordres différents. Mais nous sommes dans l'action et le président de la République, François Hollande, est bien dans l'action, et pas dans l'incantation. Il ne prononce pas donc des discours de pape. Merci Arlène Désir, merci Perrine. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.